Paul Junot, bonjour. Bonjour. On se connaît depuis longtemps. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années de cela, je vous invitais régulièrement, une fois par semaine, dans une émission que j'animais quotidiennement sur Antenne Réunion Radio, et dans laquelle il y avait plusieurs interlocuteurs qui venaient débattre, et vous étiez un de mes invités réguliers. Et j'avais appris à vous connaître, et j'avais appris à apprécier votre droiture et votre sens des valeurs, ce qui m'avait le plus impressionné à l'époque. Et quand vous m'avez contacté pour me raconter en partie, mais très brièvement, les soucis que vous aviez aujourd'hui dans le cadre de votre travail, alors que moi je l'avais connu comme syndicaliste et comme responsable de syndicat, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut que je reçoive Paul Junot pour qu'il m'explique ça plus en détail, parce que de ce que je l'ai compris, de ce que vous m'avez déjà raconté, ça me paraît particulièrement emblématique des pratiques de certains patrons et des dérives qu'il peut y avoir. Est-ce que vous pouvez nous résumer d'abord, avant que nous commencions à discuter, nous résumer en 5 minutes, je dirais, les problèmes que vous avez rencontrés dans le cadre de votre travail? Je rappelle que vous travaillez à la BNP Paribas. BNP Paribas, effectivement, depuis 40 ans. Merci déjà pour cette introduction qui résume bien déjà nos rapports. Alors en fait, depuis 2006, notre syndicat CFTC est majoritaire à 75%. Ça s'est toujours très bien passé avec toutes les équipes de direction jusqu'à maintenant, et même j'ai des témoignages élogieux de tous les secrétaires généraux et de tous les directeurs généraux qui sont passés. Arrivé le 1er septembre 2020, là c'est une déclaration de guerre. En fait, c'est un nouveau directeur qui arrive, probablement avec l'idée de mener une guerre de répression syndicale. Et à partir de cette première réunion, le 1er septembre 2020, nous sommes attaqués, on est majoritaire, donc on est omniprésent au sein du comité d'entreprise. Et à partir de là, on est dans un débat contradictoire qui est de toute façon confronté à un mur et plus rien ne passe. Lors de la première séance, dans le PV du 1er septembre 2020 est actée une tension palpable, une suspension de séance est demandée, et c'est la première fois en 40 ans de carrière que nous voyons une telle attitude d'un nouveau directeur en arrivant. En général, il y a une certaine intelligence relationnelle qui veut que les choses se passent plutôt bien. En tout cas, chacun cherche un peu ses repères et ses marques. Mais là, d'emblée, c'était tout de suite la déclaration de guerre. C'est lors de cette réunion qui vous a dit, soit vous faites ce que je vous dis, soit ce sera votre suicide, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, à cette réunion, juste avant, quelques jours avant, en passation, fin août, il est arrivé un jour dans le bureau du comité d'entreprise, face au trésorier, il dit qu'on change de méthode, ou alors ce ne sera pas une guerre, mais ce sera un suicide qui nous promet. Bon, en général, on se dit peut-être que la personne vient d'arriver, elle pense que par l'intimidation, par les menaces, que ça va nous calmer, puis il comprendra qu'il n'y a pas de matière à rentrer sur un tel terrain, dans la mesure où ça s'est toujours bien passé, on n'envisageait même pas une possibilité dans ce relationnel. Sauf qu'au fil du temps, notamment le 1er septembre, première réunion, on a compris qu'il fallait changer de méthode, et à partir de là, on a vu se succéder un certain nombre de dysfonctionnements, à savoir des entraves répétées, des procédures à répétition devant les tribunaux, des sanctions. Il y a eu même le licenciement de votre trésorier. Il y a eu un licenciement de trésorier sur des bases plus que douteuses, à savoir des conclusions sur des faits qui ont été grossis et potentialisés à l'excès, qui ont été contredits par un expert comptable mandaté par la direction elle-même quelques mois plus tard, alors que cette direction qui avait mandaté cet expert pensait retrouver justement, en grattant un peu plus, des éléments supplémentaires pour corroborer dans le sens qu'elle aurait voulu, après le trésorier, peut-être aussi le secrétaire du CSE, à savoir moi-même, sauf qu'en grattant pendant une dizaine de jours, non seulement ils n'ont rien trouvé, mais ils ont apporté, je dirais, une notion, une vision beaucoup plus favorable que ne l'étaient les précédentes conclusions de la direction, avant même toute enquête et tout audit pour sanctionner le trésorier par un licenciement. Mais pourtant, l'inspection du travail a donné son accord. Alors, l'inspection du travail a donné un accord en faisant du copier-coller. On était face à une jeune inspectrice qui peut-être avait un manque d'expérience face à la direction d'une banque multinationale, première puissance financière européenne. Et on peut penser que l'influence de la direction était beaucoup plus forte et il y avait peut-être une attitude de soumission à l'autorité de cette puissance qu'à l'écoute des véritables éléments factuels que nous avons pu produire et qui démontraient de façon très précise, comptablement parlant, de façon analytique, qu'il n'y avait pas matière à malversation ou vol ou détournement ou enrichissement personnel. Bien au contraire, aussi bien l'inspectrice du travail elle-même que l'expert mandaté par la suite avaient relevé un certain nombre d'erreurs imputables à la masse d'informations qui sont traitées quotidiennement et aux outils obsolètes dont on dispose. Et donc, l'expert comptable conclut à des erreurs suite à ce que je viens de décrire.
L'inspection du travail aussi soulève et souligne ces mêmes erreurs. Sauf que l'inspection du travail dit, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, ces erreurs sont des faits fautifs qui caractérisent un manque de probité et un manque de loyauté. Alors qu'en posant la question lors de la restitution à l'expert comptable, la restitution de son rapport, est-ce que dans tout ce qu'il a pu contrôler, auditer, relever et constater, il y avait matière à caractériser un manque de probité ou un manque de loyauté? La réponse de l'expert était très simple et très nette, non, absolument pas. Et ça a été acté officiellement? Ça a été acté officiellement dans un PV du 6 juin 2023. Je vois que vous connaissez toujours aussi bien vos dossiers. Hein, J'essaie d'être à jour, c'est plus crédible. Là, c'était le cas du trésorier, puis après, ils se sont pris à vous. Voilà. Mais on peut aussi faire une rétrospective depuis 1998 et 2003, par exemple, pour voir cette chasse sorcière. Je dirais CFTC, c'est parce que nous sommes les syndicats qui osons, en quelque sorte, outrepasser cette logique de soumission attendue. Et à partir de là, en 1998, un colistier de ma liste avait été mis à la retraite d'office. À partir du moment où il avait 60 ans, mais n'ayant pas toutes les annuités, il a été poussé malgré tout à la retraite. Plus tard, devant la cour d'appel, il a eu gain de cause et BNP a été condamné pratiquement 100 000 euros. Plus tard, en 2003... 100 000 euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan de leurs bénéfices. Hein. Absolument, absolument. Plus tard, en 2003, un autre colistier, poussé à la retraite après harcèlement et tout, c'est pas moi qui le dis, c'est le jugement de la cour d'appel. Et là, c'est un peu plus de 100 000 euros. Mais là aussi, on reste dans les cas de, je dirais, de quelques gouttes d'eau. Et après, donc on est arrivé au trésorier en 2022, il y a 1998, il y a 2003, 2022 et maintenant 2023. Tout en sachant que 2023, juste avant, c'était le 10 juin, dans le cadre d'un entretien professionnel de fin de mandat, parce qu'on avait eu des élections, on aurait eu des élections juste après, le 27 juin, on me propose quelques postes. J'ai postulé sur un poste de responsable des relations sociales. Quand il a vu mon CV, qui était ouvert, un poste qui était ouvert, et quand il a vu mon CV, il savait qu'en interne, parmi ces cadres qu'il aurait souhaité promouvoir peut-être, il n'avait pas les compétences équivalentes, et le poste a été retiré. Et par la suite, on m'a proposé de faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire je choisis une organisation non gouvernementale, une association, à La Réunion, à Maurice, à Madagascar, en Inde, en Afrique, où je veux, et BNP me paye jusqu'à 70 ans, l'âge de départ à la retraite, où l'employeur peut mettre d'office à la retraite 70 ans, on me paye mon salaire jusqu'à 70 ans. Le problème, c'est que juste avant, donc, on était dans l'attente des résultats et on savait très bien qu'on était quand même relativement bien porté. Et compte tenu du fait qu'on ressort de ces élections majoritaires, malgré la propagande avancée par la direction, on ne peut pas abandonner ceux qui nous ont fait confiance. Au contraire, on se doit de les honorer. Mais alors, je voulais en parler après, mais vous m'amenez à en parler maintenant. Je suis désolé auprès des auditeurs qui nous écoutent, parce qu'ils vont peut-être mélanger un peu, mais vous parlez de mécénat. Oui. Et ça me rappelle un autre dossier de mécénat. Oui. Vous avez porté plainte, le directeur qui vous a des soucis a été viré de la BNP. Dire, oui. Mais enfin, viré pour la forme. Viré pour la forme. En fait... Racontez-nous ça un peu. En fait, j'avais eu l'occasion, malheureusement, de remonter un dossier, entre autres, c'était le 12 septembre, suite à une alerte, je dirais, au niveau de l'éthique commerciale, une cliente qui était en devoir de se faire rembourser des sommes par la voie normale des réclamations, qui n'a pas eu gain de cause, malgré le fait qu'elle a raison sur le plan juridique. J'ai dû remonter le dossier au niveau de la direction à Paris, et à partir de là, donc, le directeur qui était en place a été remercié, et remercié d'une façon, je dirais, relativement favorable. Il est aujourd'hui responsable d'une association qui consiste à former les jeunes patrons de demain. Oui, mais il est payé, alors, qu'on comprenne bien, il est aujourd'hui salarié d'une association, mais il a gardé son salaire de directeur de banque, et son salaire est versé par la BNP Paribas. Voilà, en fait, il y a un département mécénat de compétences à BNP Paribas, le même qui m'aurait aussi payé, basé à Paris, et qui, donc, dans la continuité de ce mécénat de compétences, nous paye le même salaire, effectivement, jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à 70 ans. Jusqu'à 70 ans, éventuellement, date obligatoire de départ à la retraite. C'est jackpot, quoi, enfin... Ça peut être jackpot, oui.
Bon, alors maintenant, parlez-nous un petit peu de votre combat interne de lanceur d'alerte, parce que c'est peut-être de là que sont venus véritablement vos soucis. Voilà, les problèmes ont réellement commencé à partir du moment où, dans les années 2018, j'ai pas eu exactement la date, on avait soulevé un certain nombre... Ça m'étonne de vous, ça. En fait, c'est parce que on fait un certain nombre d'alertes, on répète les mêmes choses en interne, et donc on ne peut pas dire à quelle date vraiment ça a été pris en considération comme étant un sujet devenu sérieux. C'est-à-dire, on dit bon, aujourd'hui, à la direction, lors de nos réunions, on pense que là, il y a un sujet qui est important, à savoir des pratiques commerciales abusives, des commissions basées sur des sanctions. Ne me dites pas que c'est possible dans une banque, ça je vous croirais pas, c'est pas possible, ça, que l'on ait des pratiques abusives dans une banque, je vous croirais pas, c'est pas possible. Et donc, après avoir relevé un certain nombre de points qui nous paraissaient comme étant des pratiques commerciales abusives, notamment sur les clients fragiles, on faisait des signalements en interne, des interpellations. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on risque pas quelque part une sanction, etc. Et puis on nous dit non, mais on fait attention, tout est bien cadré. Mais de notre côté, on a une capacité d'analyse aussi au niveau, je dirais, comptable et au niveau analyse financière qui nous permettent de dire et de voir surtout que ce que l'on dit n'est peut-être pas tout à fait la vérité. Et à ce moment-là, donc, je fais, mais juste comme ça en n'y croyant pas, parce que ces instances internes, cette justice en interne, je ne sais pas très bien quelles sont les limites de l'entre-soi à ce niveau-là, mais j'éclaire en quelque sorte, plus un éclairage, un signalement qu'une alerte au niveau de la CPA de ce qui se passe, et puis ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est le gendarme de la finance, en fait, qui est sous l'autorité de la Banque de France, du gouverneur de la Banque de France. Et qui contrôle les banques, enfin les banques, les assurances, et tout ce qui est établissement financier, exactement. Et donc, vous faites un signalement à la CPR. Et donc, je fais un signalement à la CPR, et puis, sans plus. Et au bout d'un certain temps, c'était en juillet 2018, une équipe de contrôle fait sur place, donc un certain nombre de contrôles. Le contrôle de Paris qui est descendu? C'est la CPR, oui, la CPR, des inspecteurs de la CPR qui font pendant 5 mois donc des contrôles, une inspection. Au bout de 5 mois, il y a un travail d'analyse de l'ensemble des pièces, et en novembre 2021, il y a une convocation de la direction à Paris pour entendre le jugement et le débat contradictoire éventuel sur les éléments qui peuvent rentrer encore avant la sanction. Et à ce moment-là, donc, est tombé en novembre, la réunion c'était en octobre, et la sanction est tombée vers le 5 novembre 2021 pour 3 millions d'euros d'amende et plus d'1 million de remboursements aux clients qui ont été lésés. Ça avait fait la une de la presse à l'époque. Ça avait fait la une de la presse, aussi bien la presse bancaire, professionnelle, que la presse locale et la presse nationale, effectivement. C'était un fait Et ça, c'est à cause de vous, quelque part. Alors, c'est difficile de dire de façon très précise, parce que quand on fait une alerte, ou quand on fait un signalement, on n'a pas de retour. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité ou pas? Est-ce que sans cette alerte, sans ce signalement, il y aurait eu peut-être ou pas un contrôle malgré tout? Est-ce que c'était prévu déjà dans le planning? On ne pourra jamais le dire. D'accord. Mais le hasard fait bien des choses. Le hasard fait bien des choses. C'est quand même étrange. Il me semble, quelque part, il y a toujours un rétablissement des faits dans l'univers, il y a toujours une force de rappel quelque part qui se manifeste pour rééquilibrer les choses. Je crois toujours aux équilibres. Et alors, à partir de là, c'était la guerre. Alors, à partir de là, les choses se sont durcies, effectivement. Donc, on est rentré dans des contrôles. Je pense que ce qui est arrivé, par exemple, au trésorier, bien avant de regarder les comptes du trésorier, on a dû éplucher, je dirais, ligne par ligne, tous les mois, mon relevé de compte. Et effectivement... vous étiez client chez eux, c'est facile. On est client chez eux, donc c'est très facile, mais rien, pas une seule ligne. Et même quand l'expert est venu par la suite pendant 10 jours, rien de rien. Et donc... Mais alors, quelle est votre situation aujourd'hui? Alors, ma situation aujourd'hui, suite aux élections, donc nous sommes un syndicat en majorité relative, 45% des sièges. 2 autres syndicats se partagent, je dirais, 3 sièges d'un côté et 2 sièges de l'autre côté, ça fait 9 sièges au total. Et donc, ils ont une majorité absolue en faisant une alliance. Et à partir de là, nous ne sommes plus ni au bureau du comité en tant que secrétaire ni trésorier. Et pour l'instant, on peut dire que je suis sur un emploi fictif parce que je suis en attente d'affectation et jusqu'à maintenant, je n'ai strictement rien. Ces élections, elles se sont passées comment Alors, on avait des doutes sur les élections. Pourquoi? Parce que tout simplement, les élections par vote électronique sont gérées par une entreprise qui est filiale de BNP Paribas. Se pose la question aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit au niveau de nos discussions avec la direction lors de la signature du protocole d'accord électoral, que nous avons des sérieux doutes sur cette entreprise interne à BNP, qui est en même temps jugé parti. Mais n'ayant pas plus de preuves, je dirais que ce lien
filiale entre BNP et cette entreprise, on n'avait pas matière à faire une démonstration et demander l'annulation des élections. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont envisagées contre vous? On en est où de ce point de vue? Alors aujourd'hui, je fais l'objet donc d'une procédure de licenciement initiée le 19 juillet. Alors qu'on t'a proposé il n'y a pas longtemps de ça une promotion. Juste avant, on m'avait proposé de partir faire du mécénat de compétences en me payant jusqu'à 70 ans. Et donc, comme les élections c'était refusé, donc c'était bien passé, donc je dis je préfère rester. D'autant plus que j'avais expliqué que si je fais du mécénat humanitaire ou de compétences, ce n'était pas pour m'occuper, mais pour essayer de faire bouger les lignes, tout ce qui touchait à l'injustice, aux abus et à l'exploitation abusive. Mais, et je disais au directeur, donc considérez aussi que dans cette maison, il y a encore quand même quelques injustices et quelques abus, donc si j'ai de la matière ici, je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Et donc là, on a mis, je dirais, le dossier était clos en quelque sorte, et à partir de là, ils ont dit, comme on peut pas le faire sortir par la voie, je dirais, négociable et amiable, on peut dire ça comme ça, même si c'est un euphémisme, on a voulu me payer pour partir. On l'a acheté, on a pas tout simplement. L'acheter. Et donc, j'ai préféré rester, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire changer les lignes, de faire bouger les lignes, et non pas, je dirais, de prendre une somme et de partir. Je dirais, ça peut se faire avec certains, mais pour l'instant, c'est pas encore dans mes tendances. Dans vos gènes. Voilà. Mais pour licencier quelqu'un, surtout avec l'ancienneté que vous avez, il faut quand même avoir un dossier solide. Alors, un dossier, ça se fabrique. Et là, aujourd'hui, le dossier était fabriqué donc par cet ancien directeur qui a été remercié, qui s'occupe aujourd'hui d'une petite association d'un salarié avec un salaire donc de directeur de banque. Et le dossier, tout simplement, est construit sur des bases plus que douteuses, c'est-à-dire un directeur qui fait dire à des personnes certaines choses, mais ces personnes sont la plupart, sur les 25 personnes soi-disant rencontrées, il y a plus de 20 personnes, 21 ou 22 personnes qui interviennent de façon anonyme. D'accord. Et on vous reproche quoi concrètement? D'avoir volé de l'argent, On me reproche d'être quelqu'un de violent, d'agressif, d'hostile, et qui rend malade tous les salariés. Écoutez, les gens qui vous regardent aujourd'hui, moi je vous connais depuis longtemps, j'ai du mal à vous imaginer violent. Enfin bon, on ne connaît jamais les gens totalement, mais c'est vrai que j'ai du mal quand même. Alors si vous voulez, pour l'entretien de licenciement qui s'est déroulé le jeudi 27 juillet, de 9h à 16h, avec une petite pause entre midi et 13h30, consistait à entendre ce tissu de mensonges et à partir de là de détricoter point par point, ce qui était, je dirais, relativement facile compte tenu de ma mémoire de tout l'historique, mais relativement difficile en termes de volume à exposer, ce qui nécessitait autant de temps. Et pour dire que maintenant, une fois qu'on est face à un dossier qui ne tient pas la route, qui était fabriqué de toutes pièces, est-ce que BNP aujourd'hui, dans sa direction actuelle, sa nouvelle direction depuis février 2023, va cautionner des pratiques aussi mensongères et aussi tordues? C'est la question qui se pose, et il y va de la crédibilité, de la réputation et de l'image de la maison elle-même. Et alors aujourd'hui, la position du nouveau directeur, c'est quoi? Il poursuit la procédure engagée par son prédécesseur, ou alors Alors, en fait, le nouveau directeur est un directeur très jeune, qui est plutôt de bonne foi, je dirais, plutôt loyal, mais qui n'a peut-être pas encore l'expérience pour comprendre qu'il est piloté depuis Paris. Et la preuve, c'est que suite à cette réunion, donc à 16h, la réunion se termine, il me dit, lui, donc le directeur doit faire un retour sur RH Group pour échanger, et ensuite il reviendra vers moi pour dire la suite de ce qui sera retenu. Donc il fait son échange en visio à Paris, 19h le jeudi. Le lendemain, vendredi, on se revoit à 8h30, il me dit, voilà, après échange avec Paris, c'est décidé, nous continuons la procédure, Paris est décidé. Je dis, d'accord, j'ai bien compris, vous êtes le directeur et Paris vous dicte ce que vous devez faire. Bon, c'est très bien, mais le jour où vous allez signer quelque chose, vous aurez une responsabilité juridique, et là, ce sera pas vous et Paris, ce sera vous et moi, et c'est à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on s'explique avec les responsabilités qui sont les vôtres. Et là, il me dit, s'il peut faire une suspension, il va revoir avec Paris et il revient vers moi, donc c'est ce qu'il fait, il revoit Paris dans la journée, vers 15h il me rappelle, on arrête tout, on suspend. Très bien, donc on attend, et le vendredi 25 ou 28 août, il me semble que c'est le 25 août, il me semble un vendredi, oui le 28 était un lundi, le 25 août, vendredi après-midi, je reçois, après un coup de fil donc de ce jeune directeur de 50 minutes, il me dit la procédure est relancée, je vous envoie le dossier, et là je reçois 117 pages d'un tissu de mensonges, je dirais, basé sur des faits, des propos qu'on prête à des personnes
lesquels propos n'ont jamais été tenus par ces personnes. Et comment je le sais? Eh bien, tout simplement, connaissant très bien ces personnes, avec qui j'ai gardé de très très bonnes relations, quand on dit de cette personne qu'elle était traumatisée, elle était dans une très grande souffrance et tout, là, mon premier réflexe était de dire, c'est quand même bizarre, ce directeur qui était dans une très grande souffrance et traumatisé, la première chose qu'il fait en arrivant en métropole, c'était de m'appeler pour me donner son 06. Et donc déjà, il y avait une distorsion. Et comme j'ai son 06, j'appelle ce directeur, et il m'explique qu'à aucun moment, il n'avait pensé ni dit des choses pareilles. Si c'est vrai, parce qu'on lui fait dire aussi qu'à différentes fois, il avait demandé à être rapatrié. Il me dit, si c'est vrai qu'à certains moments, il avait voulu être rapatrié en métropole, c'était parce que dans sa famille, quelqu'un qui était malade, un protocole très au point en métropole pouvait faire l'affaire, mais entre-temps, ça s'est bien passé ici, et au lieu de faire 3 ans, il a même fait 4 ans et demi. Et enfin, à chaque fois quand je suis en mission en métropole, je passe un coup de fil à cet ex-directeur et on se retrouve toujours autour d'un café qui dure 1 heure à 2 heures. Voilà pour quelqu'un de traumatisé dans grande souffrance. Ouais. Et tout est basé, si vous voulez, sur ce genre de propos à qui on fait dire à des personnes ce que ces personnes n'ont jamais pensé, jamais dit. Mais étant élu syndical, encore une fois, l'inspection du travail devra donner son accord, là. Alors, l'inspection du travail, il y a 2 choses bien différentes. En fait, il y a 2 époques. À une époque, il y a 10 ans de cela, le dossier du trésorier n'aurait jamais été validé par l'inspection du travail. Depuis 2017, il y a une tendance nouvelle où l'inspection du travail est plutôt dans une tendance un accompagnement plus libérale et un accompagnement pratiquement, je dirais, copier-coller, voilà. Et à partir de là, donc, on se dit, il n'y a pas trop de marge de manœuvre, sinon peut-être après la suite devant le tribunal administratif. Vous avez quel âge aujourd'hui, Paul Junot? Alors, Paul Junot, 64 ans. Vous pourriez prendre votre retraite. Qu'est-ce qui vous pousse à vous battre encore et... Éligible à la retraite. Alors, qu'est-ce qui me pousse, en fait? La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je laisse aux générations qui arrivent? Est-ce que ce qui est plus intéressant pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est mon compte en banque ou la société que je vais le laisser? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Et d'autant plus que, si vous voulez, quand on mène un combat, on peut être fatigué. Et là, bien au contraire, dès lors que vous êtes fatigué quand même, hein, par rapport au Paul Junot que j'ai connu, vous êtes quand même un peu plus fatigué aujourd'hui, je le sens. J'ai vieilli, c'est la vieillesse, c'est pas la fatigue. Je vois pas le temps passer. Et donc, non seulement on n'est pas, ou alors c'est de la bonne fatigue, c'est-à-dire, c'est comme quand on a fait un marathon. On est fatigué, mais on est en forme. Et c'est même galvanisant et ressourçant quand on est en résonance, en fait, avec les valeurs qui sont, de toute façon, qu'on le veuille ou non, les piliers sous-jacents de toute société qui se dit civilisée. Très bien. Écoutez, je souhaite beaucoup de courage, en tous les cas. Merci. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'un coup de main. Merci. Merci beaucoup.